Donc, en effet, on a choisi aujourd'hui comme thématique que se passera-t-il après la crise? Comment arriverons-nous à nouveau à faire vivre des expériences, à créer des souvenirs? Donc, ce webinaire sera animé les deux précédents, par moi, par Charlotte et par Maxime. Voilà quelques petites précisions techniques. En effet, mais vous le comprendrez assez rapidement. Ma connexion est un petit peu instable, donc pour ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire, je l'avais déjà précisé lors des deux précédents, je peux me retrouver déconnectée de temps en temps. Donc, j'essayerai de reprendre le fil de mon discours. Voilà. Maxime a des petits problèmes de caméra, donc il apparaîtra parfois sous forme de logo, parfois en normal et parfois en vert et rose. Donc, pas de souci, c'est sa caméra qui lui joue des tours. Et Anne-Christine, je crois que tu as des travaux à côté de chez toi, donc il se peut que parfois tu aies une interférence au C'est niveau. ça, mais je coupe mon micro en principe. Il y a vraiment Voilà. Donc voilà, donc pas de souci, Anne-Christine vous le précisait, on a arrêté vos micros, c'est plus pour des questions de pratique d'interférence au niveau sonore et aussi de bande passante. Mais pas de souci, en effet, vous pouvez prendre la parole, bien entendu, s'il y a des remarques ou des questions. Voilà comment on a prévu notre présentation du jour. Dans un premier temps, on va essayer de définir un petit peu de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'expérience et lorsqu'on parle de souvenirs. Puis ensuite, Charlotte fera un point sur faire vivre une expérience à l'heure du rester chez vous et donc comment ça peut se passer aujourd'hui pendant cette période de confinement, mais aussi pendant toute la période qu'on a appelée de non-déplacement touristique, qui sera plus ou moins longue en fonction des personnes et comment continuer à leur faire vivre des expériences. Puis Maxime fera une partie sur après la crise, quel type d'expérience pour quel type de souvenir. Une partie pleine de questions, bien entendu, puisqu'on n'a pas encore les réponses du comment ce sera après la crise. Et puis une dernière partie sur laquelle je reprendrai la main pour vous parler un petit peu de comment promettre l'expérience que vous faites vivre aujourd'hui et l'expérience que vous ferez vivre demain. Anne-Christine le précisait, on a développé donc une page sur Internet, sur le site padlet.com, sur lequel vous pouvez retrouver les présentations des deux précédents webinaires et puis dès cet après-midi du webinaire d'aujourd'hui, et puis un petit peu de documentation complémentaire aussi. Donc, pas de souci si vous n'avez pas le temps de noter et l'adresse et le mot de passe, Anne-Christine vous les envoie cet après-midi par mail. Pour commencer, expérience et souvenirs, de quoi parle-t-on? L'expérience client ou l'expérience visiteur en fonction du point de vue duquel on se place. J'aimais assez cette définition qu'en donnait Claude Chafiotte l'année dernière. Donc, en effet, peut-être que les choses vont changer à partir de la sortie du confinement. Mais en tout cas, l'année dernière, ce qu'il en donnait comme définition, c'était de dire que c'était la manifestation concrète et quotidienne de la promesse que faisait la marque à ses clients ou, dans le cas du tourisme, de la promesse que font les destinations à leurs visiteurs. C'est un enjeu majeur parce que c'est cela qui crée la fidélisation. C'est aussi pour beaucoup d'entreprises un vrai talon d'Achille parce que c'est assez difficile à définir, c'est assez difficile à englober puisque chaque visiteur a son point de vue personnel et vit une expérience du coup très personnelle et c'est encore plus vrai lorsqu'on parle d'une destination touristique par rapport à un produit qui serait en vente, un produit de consommation, dirait-on. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est que la plupart du temps, les attentes qu'ont les consommateurs, les visiteurs, les clients et le ressenti qu'ils ont de l'expérience qu'ils ont vécue sont très, très corrélés. Un petit chiffre en passant, en France, on s'aperçoit que 64% des personnes des clients disent qu'ils changent de marque lorsqu'ils jugent l'offre non pertinente.
Donc, il est vraiment important que ce que l'on propose aux visiteurs soit pertinent par rapport à leurs attentes. L'expérience client-visiteur, on peut aussi la définir comme suit et se dire qu'au départ, on a un produit ou une matière première, en l'occurrence pour nous des destinations touristiques ou des sites culturels ou des propositions de circuits, et que pour transformer cela en bien, il va falloir qu'on en fabrique quelque chose, c'est-à-dire qu'on propose par exemple un circuit, par exemple une visite spécifique dans un site culturel, une présentation particulière de notre destination. Puis ensuite, on passe à ce qu'on va appeler les services, c'est-à-dire la manière dont on va distribuer ces biens et ces produits, puis à l'expérience. Et l'expérience va intégrer une mise en scène de ces services, de ces produits, et le côté, on en avait parlé lors du premier webinaire, faire vivre des émotions à ses visiteurs ou à ses clients. Quand on est face à des clients, il faut savoir que la valeur économique de tout ça augmente au fur et à mesure. Donc, on va vendre plus cher une expérience qu'un simple service et plus cher un service qu'un bien. Voilà. Il y a 4 piliers pour définir l'expérience. Tout d'abord, l'expérience d'usage. C'est l'offre, les produits, les services, tout ce qui va aller autour au niveau des sens. Puis, il va y avoir les interactions avec la marque ou avec la destination, tout ce qui va passer par vos stratégies de communication, vos interactions médias, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vos stratégies CRM si vous en avez, l'expérience d'achat si vous vendez des produits ou des biens, et donc ça va se matérialiser par toute votre politique de prix et les différents canaux de distribution que vous utilisez. Et puis, ce qui s'appelle le brand embodiment, c'est-à-dire toutes les formes d'incarnation et de personnalisation de votre marque ou de votre destination. Que ce soit vous, tous les employés, tous les collaborateurs, des célébrités, des ambassadeurs, etc., qui vont incarner votre marque ou votre destination. Et jamais assez d'un point de vue touristique, la définition qu'en donnait le Canada, la Commission canadienne de tourisme. Un produit touristique, ça va être ce que l'on peut acheter, et une expérience touristique, c'est ce dont on va se souvenir, ce qui est aussi la raison pour laquelle, en effet, aujourd'hui, nous parlons d'expérience et de souvenirs, et donc de faire vivre des expériences pour créer des souvenirs. Et en créant des souvenirs, créer ou de la fidélisation ou de la communication en bouche à oreille pour faire vivre nos destinations. Comment on crée les souvenirs ? C'est en créant des émotions positives. Donc, on a beaucoup parlé d'émotions lors du premier webinaire, et l'idée, elle est vraiment là, c'est faire vivre des émotions, parce que les émotions marquent la mémoire, on va y venir, et donc il faut que ces émotions soient très positives pour créer de bons souvenirs. Et dans tout ça, on va retrouver vos différentes offres, mais aussi tout le décor, vos sites, comment est-ce que vous accueillez, quelle est l'ambiance dont vous imprégnez les lieux. Toutes ces choses-là vont permettre de créer et de faire vivre des émotions. Et plus les émotions seront fortes, plus les souvenirs créés perdureront. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, parce que la mémoire, et notamment la mémoire à long terme, elle est de deux sortes. Il y a une mémoire dite explicite, c'est des souvenirs conscients, ce dont on se rappelle consciemment, parmi lesquels on va trouver la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire d'événements. Et ces événements sont fortement marqués dans notre mémoire si ce sont des événements qui nous ont fait vivre des émotions fortes notamment. C'est pour ça que dans l'ensemble, on se rappelle tous plus ou moins ce qu'on faisait le 11 septembre lors des attentats. C'est pour ça qu'on se rappelle de journées heureuses de notre vie, type mariage, naissance, etc. C'est des événements marquants émotionnellement, et du coup, on s'en souvient. Et on s'en souvient consciemment. Et il y a aussi une mémoire implicite, c'est une mémoire plus inconsciente, dans laquelle on a aussi cette mémoire émotionnelle,
même si on n'arrive pas forcément à la rattacher à des événements ou à quelque chose qu'on a vécu. C'est une émotion inconsciente, mais qui marque fortement notre mémoire, qui fait par exemple qu'il y a des moments où on va se sentir bien ou mal, sans raison apparente, mais en fait c'est parce qu'on va revivre des émotions qui vont nous ramener à quelque chose qui s'est passé dont on ne se rappelle plus consciemment, mais qui a marqué notre inconscient. Donc, c'est très important de faire vivre des expériences parce que ce sont des émotions fortes et que ces émotions fortes marquent la mémoire, et notamment la mémoire à long terme. Et c'est vrai qu'on va en avoir fortement besoin aujourd'hui et dans les quelques mois qui viennent pour relancer le tourisme. Un dernier point avant de donner la parole à Charlotte. On remarque aussi qu'aujourd'hui, l'expérience client-visiteur et l'engagement des entreprises sont fortement liés. Les entreprises qui réussissent et qui plaisent aux clients, donc les destinations qui plaisent aussi aux touristes, ce sont celles qui vont bien sûr réunir les bonnes compétences et faire en sorte que tout se passe bien et que tout soit fluide, qui vont donc faire collaborer leurs services, qui innovent bien entendu, puisqu'on est dans une période où on a fortement besoin de nouveautés et de nouveautés qui nous permettent de continuer à vivre des expériences. Mais ce sont aussi celles qui personnalisent cette expérience client avec des offres hyper pertinentes. Et enfin, ce sont des entreprises ou des destinations qui s'engagent. Et voilà, un petit chiffre aussi issu d'une étude, 53% des clients tiennent compte de l'engagement des entreprises sur les grandes thématiques contemporaines avant d'aller vers eux. Donc là, c'est fortement sur un volet commercial, on va dire, mais si on se projette un petit peu dans le secteur tourisme et notamment avec les difficultés qu'on vit aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a un certain nombre de visiteurs qui vont tenir compte de l'engagement des destinations sur ces grandes thématiques contemporaines. Alors oui, avant la crise, c'était énormément sur des questions environnementales, des questions de développement durable, des questions sociétales. Avec la crise qu'on vit, ces thématiques restent bien sûr, mais il y en a une nouvelle qui s'impose, qui est vraiment une thématique de sécurité sanitaire. Et donc, un engagement fort sur cette thématique pour rassurer les visiteurs sera fortement importante dans les mois qui viennent. Voilà un petit peu pour définir ce qu'on entendait, nous, par expérience au niveau du tourisme et par souvenir, et pourquoi on pense que c'est important. Et donc, on va passer à une partie sur qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui pendant le confinement et pendant toute cette période qui va être plus ou moins longue, pendant laquelle les touristes ne vont pas se déplacer. Et c'est la partie qui a été développée par Charlotte. Donc, je vais lui laisser la parole. Tu veux parler, Charlotte? Merci Gwen. Très bien, on va commencer. Alors que le monde est en proie à la pandémie du coronavirus et que de plus en plus de pays imposent le confinement, c'est une certitude, le secteur du tourisme subit de plein fouet la crise et propose de s'évader autrement en sollicitant l'attention des voyageurs. Pour les acteurs du tourisme de la destination, les enjeux sont multiples. D'une part, demeurer à l'esprit des voyageurs potentiels en restant visible, et cela en profitant du temps suspendu qu'offre le confinement. Renforcer la fidélité des abonnés en les incitant à revenir les voir après le confinement, lors du déconfinement. Et enfin, c'est également l'opportunité pour les pros de solliciter un nouveau public. Donc, je vous propose ce plan. Donc, dans cette partie, on fera un tour d'horizon assez concret des initiatives touristiques en période de confinement. Dans une première partie, je commencerai par vous présenter les campagnes promotionnelles du moment qui vont surfer sur l'activité et sur le thème du confinement. Ensuite, je vous présenterai les expériences virtuelles que l'on peut consommer depuis chez soi. Et enfin, on essaiera d'aller un peu plus loin en découvrant les moyens qui sont mis en œuvre par les destinations aujourd'hui pour regrouper ces ressources numériques et ces expériences virtuelles afin de valoriser
leur territoire. Donc on commence tout de suite par la première partie. Voilà, donc les campagnes promotionnelles, ce sont des campagnes marketing qui permettent de cultiver aussi l'espoir. J'ai d'ailleurs eu une citation qui illustre bien le propos. Le marketing de destination, inspirationnel par essence, se transforme en ces temps difficiles en marketing de l'espoir. Je trouvais que la phrase était assez juste. C'est-à-dire que pour cultiver l'espoir, les professionnels vont faire preuve de créativité sur des registres vraiment très variés pour marquer ce moment commun que nous vivons tous simultanément depuis chez nous. Donc plusieurs registres sont utilisés, je vous le disais, il y a un registre un peu solidaire dans l'épreuve qui est repris par Québec Original et qui a publié une vidéo qui s'intitule Pour un instant, donc c'est le visuel de gauche. Donc c'est une vidéo qui incite les gens à rester chez eux et à profiter du moment présent en partageant ce qu'ils voient depuis leur fenêtre et en présentant en attendant de pouvoir se retrouver plus tard. Donc c'est un film promotionnel qui est fait un peu avec les moyens du bord, puisque c'est essentiellement des images de particuliers amateurs voilà, qui filment depuis leur fenêtre. Vous aurez accès, Oui, vas-y Gwen. Donc Gwen disait que, j'imagine que c'est ce que tu allais dire, chacun des visuels, en cliquant dessus, lorsque vous pourrez les télécharger le voilà. PowerPoint, aura des liens. Hein. Donc il y aura des liens directs vers les ressources que je vous présente actuellement. Donc je prends également le visuel juste d'à côté, qui est celui de Tourisme Portugal, lui qui incite à revenir plus tard. Et d'ailleurs, il a changé son slogan qui était hashtag Can't Skip Portugal et il est devenu Can't Skip Hope. Donc c'est une vidéo qui souligne qu'il est temps de faire une pause, de rester chez soi en famille et que tous les attraits du territoire de toute façon seront encore là après la crise. J'aime assez celui qui vient, donc ce sont les 3 visuels de droite. C'est Visite Argentina qui s'emploie à un registre un peu plus humoristique et qui va publier des photos de la faune, de la flore du pays, en écrivant des messages tels que Friendship Never Ends ou Family Times, pour rappeler aussi le confinement et le fait qu'on est tous en famille chez soi en ce moment. Et celui que j'aime bien aussi, c'est le Home Sweet Home, juste derrière, avec, on ne voit pas très bien, mais c'est un alligator qui est sur le visuel. Donc on a des touches humoristiques et j'ai pris également l'exemple de Visite Maldives, donc les 3 visuels en bas à gauche, qui a misé sur la promotion d'activités propres à sa destination en créant une gamme de photos sur Instagram illustrant leurs activités, mais en précisant que il faudra les faire plus tard. Donc, on a beach, 3 petits points, later. Discover, 3 petits points, later. Chill, 3 petits points, later. Sous-entendu, later après le confinement. Ensuite, je vais vous parler des campagnes promotionnelles, là où il y a une implication du public dans les campagnes marketing. Je vous parlerai de hashtag Last Through My Window qui est devenu chez nous hashtag fenêtre sûre. C'est un hashtag qui est parti de Los Angeles, voilà, en incitant un peu les habitants à prendre des clichés depuis leur fenêtre, tout en valorisant leur environnement immédiat et la destination de façon globale. Et en France, ça a été repris dans un premier temps par l'Office de tourisme de Marseille, puis celui de Montpellier, puis après ça s'est un peu démocratisé à l'échelle nationale avec le hashtag fenêtre sûre. Je vais vous parler ensuite des 3 visuels qu'il y a en dessous. Ça, c'est des challenges qui ont été lancés là par des sites touristiques, par des musées en l'occurrence. Ça a été le cas du musée Getty, le Getty Museum aux États-Unis. Donc, pour rester visible, le temps du confinement, il y a des musées qui ont misé sur les visiteurs potentiels pour porter leur marque à travers des photos. Donc, il s'agit de recréer les tableaux de maître avec des bricoles depuis chez soi. Et comme je vous le disais, le défi avait dans un premier temps été lancé par le Getty Museum aux internautes. Et face à l'engouement, face au phénomène, il y a une plateforme francophone des musées des lieux culturels français innovants, c'est le Clic France,
qui a lancé un peu ce concours identique en demandant aux internautes de réinterpréter les œuvres des collections françaises avec un hashtag qui est le hashtag Art en quarantaine. Art en quarantaine, pardon, à la française. Donc le principe, c'est le même, c'est recréer des œuvres avec les moyens du bord. Et de nombreux musées ont répondu présent à leur appel, dont le Paris Musée, donc les musées parisiens, des sites aussi de la Réunion des musées nationaux, le musée de l'Armée, pour ne citer que ceux qui sont en Île-de-France et à Paris. Donc à travers leur campagne marketing, les professionnels cultivent l'espoir des internautes et inscrivent leurs initiatives dans ce temps de confinement propre à chacun d'entre nous, soulevant et mettant en avant ainsi les valeurs communes d'une nouvelle grande communauté de voyageurs qui prendra forme plus concrètement après le confinement. Je vous parlerai ensuite des expériences virtuelles. Et donc là, c'est typiquement, hein, cela se rapporte à une fonction de visite virtuelle qui se suffit à elle-même et qui ne se réfère pas forcément au musée ou au site patrimonial. Donc l'utilisateur perçoit le site ou l'exposition comme s'il y était, alors qu'il est chez lui. C'est une fonction qui va donner à son utilisateur la possibilité de consulter tout type de documents, des visuels, des œuvres d'art, de l'architecture, des expositions, de la vidéo, des conférences, du texte aussi avec des contenus de médiation écrits sur Internet, mais aussi des ressources audio, des podcasts, des concerts de musique et j'en passe. Donc c'est vraiment une fonction qui est également développée pour répondre aux besoins des personnes qui ont des besoins spécifiques, qui étaient déjà, avant le confinement, dans l'incapacité de rendre dans certains lieux, du fait de leurs besoins et de leurs difficultés ou de leur handicap. Donc, je vais commencer par une partie qui s'intitule « La culture à portée de main ». Pour cela, j'ai pris l'exemple du Musée de l'Homme qui propose sur son site internet des idées d'activités à faire avec les enfants pendant le confinement, des coloriages, des maquettes, des livres-jeux, etc. Mais on en parlera un peu plus tard dans la présentation de ces activités éducatives pour enfants. Mais il propose également une série de podcasts, un outil qui répond d'ailleurs également au public aveugle et malvoyant. Donc voilà, le but aussi de cette présentation, c'est de mettre en avant les moyens qui ne sont pas forcément identifiés comme accessibles, mais qui le sont. C'est le cas typiquement de podcasts qui sont mis en ligne par certains musées, et c'est le cas pour le Musée de l'Homme. Je continue sur les ressources accessibles du coup, qui sont disponibles sur les sites des musées. Le musée d'Orsay a mis en ligne, et cela depuis bien longtemps, ils n'ont pas attendu le confinement, a mis en ligne des chefs-d'œuvre du musée commentés en langue des signes et également en audio-description. Donc, c'est vraiment des techniques qui existaient auparavant, qui sont certainement issues déjà d'outils de médiation situés et qu'ils ont pu récupérer et poster sur leur site internet afin de créer, d'inciter les personnes souffrant d'un handicap de venir les voir et de fidéliser aussi les visiteurs. Donc, je fais juste une petite aparté sur l'audio-description. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est une technique qui est dédiée aux personnes aveugles ou malvoyantes qui vont apporter une contextualisation particulière dans le discours avec des ambiances aussi sonores spécifiques et qui va par la même occasion offrir une lecture différente d'œuvres connues par les publics valides et voyants. Qui va vraiment apporter une approche différente des œuvres. Donc c'est aussi un complément de médiation au public qui ne souffre pas de handicap visuel. Donc c'est une nouvelle expérience qui peut aussi enrichir l'expérience globale d'un visiteur dit valide. Ces ressources, en tout cas pour le musée d'Orsay, sont des ressources qu'on retrouve sur leur site internet, mais qu'on retrouve aussi sur leur page Google Art et Culture, que je vais vous présenter tout de suite sur la prochaine slide. Merci Gwen. Donc oui, je voulais vous parler de Google Art Culture, qui est un service en fait qui a été mis en ligne par Google
depuis une dizaine d'années, 2010 il me semble, ou 2011, qui va permettre notamment de visiter virtuellement différents musées du monde entier, et de visualiser des œuvres en haute définition. Je vous ai mis un exemple de tous les musées qu'on peut visiter virtuellement à ce jour. Très honnêtement, il y en a des centaines. Ça peut être incitatif et donner l'envie de découvrir certains musées ou d'inciter à certains voyages pour les internautes. Ça peut aussi simplement apporter la culture à ceux qui n'auront peut-être jamais l'occasion de visiter, d'aller voyager si loin. J'ai mis l'exemple du château de Versailles, et je voulais vous, euh, vous présenter les types de ressources qu'on peut retrouver sur leur page Google Art et Culture. Donc, très concrètement, Château de Versailles propose 5 visites virtuelles. Donc, c'est des visites virtuelles de situation sans commentaire, un peu brutes, qui permettent vraiment de découvrir les espaces du château. Il propose également 18 expositions en ligne et près de 400 œuvres d'art présentées sur le Google Art et Culture. Donc ça offre vraiment une opportunité de communiquer, de valoriser ces œuvres. C'est un outil qui, en plus de ça, est gratuit, utilisable par tous. Donc voilà, je pensais qu'il était important de vous présenter et d'insister sur cet outil. Je vais passer à la slide suivante, qui va mettre l'accent sur les ressources vidéo essentiellement. C'est ce que propose de valoriser les chaînes YouTube, et beaucoup de musées ont créé leur chaîne YouTube, notamment le musée du Louvre, qui va proposer des conférences, des présentations d'artistes, des interviews d'artistes, des témoignages, les expositions, mais aussi, c'est le cas du Louvre, qui propose des concerts de l'auditorium du Louvre sur la chaîne. Donc c'est vraiment très très varié. Et le centre Georges Pompidou également, qui propose très concrètement des visites guidées d'exposition avec des guides conférenciers. Donc, je voulais souligner l'importance de ces vidéos sur YouTube, c'est qu'elles permettent d'avoir accès à des sous-titres automatiquement, qui permettent aussi l'accès à la médiation pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc voilà, c'est des outils qui sont très largement utilisés, donc les vidéos sur YouTube, par les musées. Et je pense qu'il est aussi important de rappeler aux professionnels qu'il faut, pas estampiller, mais en tout cas préciser et faire de la communication plus pertinente vis-à-vis des personnes sourdes et malentendantes, en disant voilà, on a des outils et on a les moyens de vous faire accéder à ce contenu de médiation, ne serait-ce que par la fonctionnalité sous-titres sur YouTube. Donc c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qu'il est important de mettre en avant. Sur la prochaine slide, je voulais vous présenter les ressources éducatives qui sont en grande majorité proposées pour les jeunes publics. Je commence par la maison de Victor Hugo, le visuel tout à gauche. C'est un support de visite à la base, qui a été mis en ligne depuis très longtemps, qui est écrit en FALC, donc en facile à lire et à comprendre. C'est un outil qui peut être très bien utilisé hors site, parce que à la base c'est un support de visite, mais il peut être utilisé hors site et s'avérer être un moyen aussi de susciter la visite post-confinement, puisque c'est très souvent utilisé pour préparer les visites aussi en amont. Donc le FALC, c'est une technique d'écriture qui va permettre de rendre un contenu accessible pour les personnes qui souffrent d'un handicap mental. Il s'avère que très concrètement, celui de la maison du Victor Hugo a dépassé un peu les espérances des chargés de mission qui l'ont mis en œuvre. C'est-à-dire que dédié à un public en situation de handicap mental, il a été proposé et très bien reçu par les jeunes publics et les groupes scolaires, puisque la technique d'écriture fait que le contenu est très simple, les mots sont simples, les phrases sont courtes. Il y a une grande utilisation aussi de visuels pour illustrer les propos.
Et de fil en aiguille, cet outil a été également proposé à des publics étrangers qui avaient un faible niveau de français. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui a finalement intéressé plusieurs types de publics, qui est assez intéressant et qui apporte un complément de médiation lors des visites du site. Je vais vous parler maintenant du visuel qui se trouve au centre. Donc là, il s'agit de la Cité des Sciences, qui pour s'occuper pendant la période de confinement, a décidé de lancer tous les jours des jeux, des films, des manips interactives pour le jeune public essentiellement. Je voulais vous parler de la Cité des Sciences et des outils qu'ils proposent actuellement en ligne, car ils ont fait un effort vraiment particulier et important pour rendre accessibles ces contenus à un plus grand nombre de touristes, de visiteurs, d'internautes en l'occurrence. Donc, le travail qui a été réalisé, il apporte un réel confort d'utilisation pour tous les types du public et notamment les publics qui sont en situation de handicap. L'ensemble des jeux est utilisable par le plus grand nombre et vraiment quelle que soit leur capacité physique, intellectuelle. Voilà, ils ont vraiment essayé de travailler sur un outil universel. Donc, je vais vous donner quelques exemples, quelques critères qu'ils ont dû suivre. Donc, ils ont notamment fait en sorte que les internautes puissent grossir les textes, des consignes et des explications pour permettre l'accès, pour améliorer le confort de lecture des personnes aveugles et malvoyantes. De la même façon, ils ont porté une attention particulière au contraste entre les polices d'écriture et le fond des écrans. Ils ont fait en sorte aussi que les jeux et les ressources soient utilisables avec des synthèses vocales. Donc, les synthèses vocales, ce sont ces outils qui permettent aux personnes aveugles d'avoir accès au contenu. Donc voilà, ils ont vraiment prêté attention à ce genre de détails pour permettre l'accès à un maximum de personnes. Je passe ensuite au Parc zoologique de Paris qui, sur son site, propose énormément de ressources pédagogiques à travers des livrets, des jeux, des carnets de jeux, des coloriages, des quiz également, des parcours jeux. Et ils ont eu cette intelligence aussi, pour approfondir la visite, de proposer des ressources payantes en lien directement avec les ressources numériques gratuites qu'ils mettent à disposition sur leur site. Et pour finir sur cette partie, je voulais vous présenter, alors si vous ne la connaissez pas, la Cité de l'Espace qui se trouve à Toulouse et qui a imaginé pour les enfants et les adultes des missions dont le but est d'expérimenter l'impact du confinement sur nos perceptions et comment faire en sorte d'adapter notre comportement afin d'aider au mieux à comprendre comment vivent les astronautes en isolement dans un vaisseau spatial. Donc voilà, j'ai trouvé l'approche assez d'actualité, complètement d'actualité et très, très intéressante. C'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler. Donc, l'expérience virtuelle à travers les visites virtuelles à 360 degrés. Donc, c'est ce qui permet… Charlotte, Oui. pardon. J'ai juste, avant ce que tu viens de commencer, j'ai pas compris comment le le parc zoologique mettait en lien des ressources gratuites mais payantes. Ça, j'ai pas compris. Non, alors il y a une partie de ressources gratuites sur les thématiques et de fil en aiguille, lorsqu'on accède à toutes ces ressources numériques, on nous propose des ressources différentes, mais là qui sont payantes et qui sont disponibles directement sur la boutique en ligne. Je comprends mieux. Merci. De rien. Donc, les visites virtuelles ont été envisagées dans ses débuts comme une solution à à des problématiques telles que l'accessibilité à certains espaces. C'est le cas du château de Malmaison. Des visites virtuelles existent depuis quelques années déjà. La problématique du château, c'était que le premier étage n'était pas accessible aux personnes souffrant d'un handicap moteur et donc en fauteuil roulant notamment. Donc c'est pourquoi il a proposé sur place dans un premier temps, puis ensuite sur son site internet, une visite virtuelle de ces espaces qui n'étaient pas accessibles à tous les publics.
Donc c'est une visite du premier étage, une visite un peu découverte, sans commentaire particulier, mais avec une possibilité de zoomer pour avoir accès à des détails du mobilier, de l'architecture. Donc c'est vraiment voilà, un moyen d'apporter la culture à ceux qui étaient confinés avant le confinement, d'une certaine façon. Et qui s'avère être un outil utilisé plus largement, plus universel et destiné à tous les publics aujourd'hui. On a, dans d'autres cas, la visite virtuelle est un moyen de préserver, a été un moyen de préserver certains espaces fragiles, aujourd'hui fermés au public. C'est le cas de la grotte de Lascaux, qui propose une visite virtuelle à 360 degrés aujourd'hui. On a également l'exposition, j'ai pris l'exemple de l'exposition Pompéi aussi, pour qui la réalité virtuelle, la visite virtuelle permet de découvrir Pompéi avant l'éruption et après l'éruption. Donc voilà, la possibilité de découvrir des sites qui n'existent plus et qui nous permettent de faire des bonds dans le temps pour créer de l'émotion et pour enrichir l'expérience du visiteur. Et puis des applications, donc ça c'est des visites virtuelles qu'on peut faire sur Internet. On a également des visites virtuelles sur application. Ça a été le cas de Tours 360 degrés. Donc la ville de Tours propose des visites guidées à 360 degrés sur ordinateur, sur tablette, sur téléphone, compatible aussi avec les lunettes virtuelles. Voilà, pour apporter un maximum de sensations à l'internaute, au potentiel visiteur avant de venir sur site. Donc pour finir sur ces visites virtuelles, elles offrent une vraie opportunité à certaines personnes de découvrir des lieux qui n'existent plus ou des destinations lointaines que certaines personnes n'auront peut-être jamais le loisir de voir en vrai. Mais pour beaucoup, voyager, ça reste quand même, c'est se projeter dans un univers différent avec des codes, des langages, des cultures inconnues. C'est aussi voyager, c'est sortir de sa zone de confort pour découvrir autre chose. Et on est d'accord que la réalité virtuelle est très loin de procurer de telles sensations et de telles émotions. Donc elle a quand même ses limites, même si elle participe bien sûr à l'expérience visiteur. Donc les expériences virtuelles, je vais mettre un peu l'accent sur les activités typiques qui sont développées par les destinations. C'est le cas notamment de Airbnb qui propose aujourd'hui des expériences en ligne telles qu'un cours de danse irlandaise en direct de Dublin. Il y en a plein, hein. Il y a aussi une classe œnologique en direct de Porto au Portugal, voilà, pour n'en nommer quelques-unes. Donc, en termes de divertissement, on a le groupe Accor. Donc, la compagnie hôtelière Accor a créé un service de divertissement numérique sous sa marque Accor Limitless, et dans laquelle elle propose des expériences à faire chez soi sur des thèmes assez variés, notamment le thème du sport, de la nourriture. Donc, elle propose des séances de sport. Ça peut être d'ailleurs avec des célébrités, hein. Il y a des séances de sport proposées par Teddy Riner. Il y a des cours de cuisine avec des grands chefs étoilés. Voilà, hein, toute une gamme de divertissements qu'elle fait sur ses réseaux sociaux. C'est un peu une nouvelle manière de garder le lien avec leurs clients tout en s'adaptant à leurs nouveaux besoins prioritaires qui sont apparus en confinement ou qui ont été exacerbés pendant cette période de confinement. Donc la consommation de la culture en ligne, c'est une véritable réussite, hein. Il y a quelques chiffres qui tournent sur Internet, et là, je vais prendre celui qui est le plus sûr, c'est ceux du Louvre. Il y a près de 400 000 visiteurs virtuels chaque jour pour le Louvre depuis le confinement. Donc, c'est énorme, il y a une réelle attente, un réel besoin, hein, exprimé par les visiteurs, par les internautes. Donc, il y a beaucoup d'outils qui vont sortir du lot, des outils qu'on peut mettre en place tout de suite, à moyen terme, à long terme. Pour ceux qui peuvent être employés tout de suite, j'ai vraiment retenu le Google Art et Culture, les réseaux sociaux, mais aussi les chaînes YouTube qui sont assez faciles finalement à prendre en main. On peut remarquer aussi pendant cette période de confinement qu'il y a encore beaucoup trop peu de ressources adaptées au public à besoins spécifiques. Donc voilà, il y a vraiment
Et puis, je terminerai sur le fait de dire que quoi qu'il en soit, l'expérience virtuelle, elle est envisagée, elle a ses limites, mais elle est envisagée essentiellement comme une ouverture et une invitation au voyage pour plus tard. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, veuillez m'excuser. Donc j'ai une dernière partie qui s'intitule « Pour aller plus loin ». Donc je vous propose de découvrir un peu les moyens qui ont été mis en œuvre pour valoriser les initiatives touristiques prises en période de confinement et afin de leur apporter un maximum de visibilité. Donc, afin d'assurer un rayonnement de ces initiatives et valoriser leur territoire, il y a quelques destinations, et c'est le cas de Honfleur, qui ont choisi de se positionner en tant qu'acteurs relais digital entre les habitants et les initiatives touristiques locales et solidaires qui ont lieu sur le territoire. Donc l'Office de tourisme d'Honfleur a créé d'ailleurs une rubrique qui s'intitule « Confinés, restons en lien ». Ils ont choisi de valoriser également les initiatives solidaires du territoire, comme des plateformes d'entraide citoyenne. Et ils ont également pensé à la connexion, à le lien qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils essayent d'entretenir avec les professionnels du tourisme et de leur destination. Et on crée cette rubrique pour les pros afin de les aider du mieux possible dans leur démarche d'aide spécifique face à la crise Covid. Pour terminer, voilà, donc la recherche d'expérience en ligne, si elle n'est pas explicite, si elle n'est pas précise dans notre esprit dès le départ, ça reste quand même le fruit d'une déambulation sur Internet un peu aléatoire et des initiatives pour regrouper et valoriser l'ensemble des ressources numériques reste un enjeu assez fort à l'échelle d'une destination. Et c'est pourquoi au CRT, on a souhaité marquer notre rôle de relais digital entre l'offre numérique et le grand public en développant tout particulièrement un parcours confinement qui va reprendre beaucoup des ressources numériques mises en ligne par nos partenaires touristiques d'Île-de-France. Voilà. Donc voilà pour ma partie. Vous l'aurez compris, Charlotte a fait un énorme travail de benchmarking pour essayer de trouver des expériences et elle en a trouvé plein d'autres qui ne sont pas apparues aujourd'hui parce qu'il y en a pléthore. Donc, des expériences qu'on peut vivre de chez soi aujourd'hui et peut-être de chez soi demain pour les personnes qui choisiront de ne pas se déplacer pendant quelques temps encore pour diverses raisons. Oui, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, c'était remarquable comme recherche. Voilà, donc le point final qu'il faut garder en tête, c'est que ces expériences touristiques virtuelles sont complémentaires. Elles ne peuvent substituer à un voyage, à une découverte physique de sites touristiques ou d'œuvres. Ça reste vraiment complémentaire. Voilà, pour rassurer un peu tout le monde. Ça ne va pas prendre le pas sur la vie réelle. On n'espère pas, en tout cas, on espère que ça durera peut-être le moins longtemps possible, même si après, en effet, ce sont toujours aussi de bons moyens de donner envie aux gens de venir vivre l'expérience en réel et en physique dans chacun des sites. Et de permettre à l'expérience touristique de se poursuivre aussi, avant et après aussi. Ouais, exactement. On va donner maintenant donc la parole à Maxime pour nous parler un petit peu de ce qui pourrait peut-être se passer après, avec, on imagine, énormément de questions. Donc, ce temps de retrouvailles et puis la suite. La parole à Maxime. Merci. Donc là, je vous affiche tout de suite, c'est un peu le sommaire de ce qu'on va voir maintenant. On va essayer de se poser la question de qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de demain, donc quelle sera l'expérience de demain grâce aux connaissances qu'on a aujourd'hui. Une question partira pas sur les touristes français, justement pour anticiper un peu ce qu'ils vont pouvoir faire cet été. L'expérience virtuelle, marathon de l'information, on va le voir aujourd'hui, quel est le rôle notamment des offices de tourisme dans le futur proche vis-à-vis de l'information. L'expérience virtuelle, quel accueil, par contre, en présentiel, donc il y a une coquille, ça doit être l'expérience physique. Donc, quel accueil avoir pour les offices de tourisme qui est présenté. Créer une nouvelle expérience locale et adaptée. Expérience physique, les mesures sanitaires comme quotidien, puisqu'on va le voir, on va être obligé d'en parler
dans le futur, l'expérience du visiteur sera liée aux mesures sanitaires qui aura en place. Et enfin, les valeurs d'une expérience réussie qui nous permettront d'introduire la dernière partie sur les promesses visiteurs. Donc, la première partie, tout de suite, que savons-nous aujourd'hui de demain ? On est parti du constat qu'afin d'envisager l'expérience de demain, on doit déjà se baser sur ce qu'on sait aujourd'hui. La seule chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que la situation elle est mauvaise. Hein, on voit la tête de Bruno Le Maire, c'est pas réjouissant. Le désaccord, il est de savoir plutôt à quel point la situation est mauvaise. Pour avoir cette réponse à cette question, ça dépend en grande partie de ces facteurs. Connaître la durée exacte de l'épidémie, qui demeure aujourd'hui inconnue, l'impact que va avoir la distanciation sociale sur chaque secteur économique, sur chaque commerce, l'ampleur et l'efficacité qu'auront les divers plans de relance du gouvernement, savoir si le pic d'infection est passé, si une deuxième vague nous attend. Alors en France, on a tendance à croire que maintenant le pic d'infection est passé, Dieu merci, mais la deuxième vague, ça demeure une inconnue. Quelles seront dans les faits les politiques sanitaires à appliquer partout ? Donc voilà, beaucoup d'interrogations et pourtant il va falloir s'adapter, il va peut-être même falloir improviser dans les mois à venir. Ça va peut-être être le mot-clé, le maître-mot pour les prochaines semaines. Je vous oppose à ça, à toutes ces interrogations peu réjouissantes, l'avis de la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Vous voyez la belle photo en bas à droite. Donc, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui a enregistré 0 cas nouveaux de Covid-19 sur ces 48 dernières heures. Donc, pour le coup, ils sont dans une situation un peu différente de nous. Ils sont peut-être à la fin de la vague pour le coup. Et donc, la Première ministre, elle, a déclaré cette semaine que le choix entre la santé et l'économie, c'est une fausse dichotomie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est qu'il va falloir s'adapter et lier devoir de santé et devoir économique. Il s'agira de savoir adopter des politiques court-termistes qui vont être exigeantes pour tout le monde, désagréables, parfois même risquées, mais ça sera mieux que de tenter son va-tout et de s'exposer à des politiques long-termistes dangereuses, peu adaptées et peut-être trop biaisées en faveur de l'économie ou de la santé. Pour finir un peu avec la conjoncture actuelle, on a 120 économies environ dans le monde aujourd'hui qui sont encore sous le joug de restrictions en termes de voyage. Et on le verra plus précisément, mais il semble évident que le tourisme de demain, à court voire moyen terme, ça sera du coup un tourisme de proximité. On a commencé déjà à le voir avec la partie de Charlotte. Alors la petite parenthèse, en se disant en passant, la France, nous, on est pas mal lotis de ce côté-là, mais c'est vrai que ça pose de vrais problèmes économiques pour de nombreux pays pour qui générer des devises étrangères, c'est une nécessité absolue. Notamment, il y a pas mal de pays sud-asiatiques, sud-est asiatiques où c'est le cas. Mais bon, voilà. Donc maintenant, voyons voir le cas de la France avec la prochaine slide. Sur justement, qu'est-ce que les Français attendent du reste de la saison. Donc, cet été, il y a 45% des Français qui déclarent qu'ils ne souhaitent pas voyager. C'est assez énorme. 45% qui le feront localement. Donc ça, c'est selon une étude IFOP pour la BNP Paribas qui date du 1er mai, donc on est sur quelque chose d'assez récent. Et 10% qui souhaitent partir à l'étranger. Pour un tiers d'entre eux, des 45% qui ne souhaitent pas voyager, c'est avant tout par peur du virus. Et pour un quart d'entre eux, par souci d'économie. Et on a tendance à les comprendre, ces personnes-là. C'est vrai que cet été, quand on s'imagine qu'on va faire la queue au supermarché, à la boulangerie, chez le coiffeur, au musée, le tout sous 45 degrés ou 35 degrés, avec un masque sur la tête, c'est vrai qu'on a du mal à se dire « Tiens, je vais aller faire la queue à l'OT pour chercher des informations, je vais aller faire la queue dans un musée, ça aura beau être climatisé. » C'est vrai qu'en plus, quand on voit que la climatisation, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour contrer la propagation du virus, on peut comprendre que le visiteur, il va vouloir peut-être se mettre au frais, consulter la page Facebook de l'Office de tourisme ou du musée et rechercher l'information et vouloir une information sûre. Donc, ça nous amène à parler de l'expérience virtuelle. Donc, c'est la prochaine slide, Gwen. Voilà, donc expérience virtuelle, marathon de l'information. On l'a observé depuis le début du confinement, l'utilisation des réseaux sociaux, ça a augmenté de 60%, selon une étude de Kantar, et 55% des Français affirment qu'ils auraient du mal sans les réseaux sociaux, qui sont considérés comme une aide pour pallier à la solitude et à l'isolement. Donc ça, c'est une étude du CSA qui nous dit ça. Donc, on le comprend, avant tout, dans un futur proche,
Et on l'observe déjà aujourd'hui, l'expérience, ça sera avant tout virtuelle dans un premier lieu. Il va falloir donc s'adapter dans le développement de messagerie conversationnelle, type Messenger, j'y reviendrai après, sur vos sites web, sur votre page officielle Facebook. Ça signifie énormément de réactivité sur cette même page, sur vos sites, la mise à disposition des hébergeurs de livrets d'accueil numérique, qu'il va falloir actualiser régulièrement, la mise à jour de votre site web, qu'il va falloir qu'elle soit régulière, etc. Ça va être peut-être pour vous, donc là je m'adresse notamment aux OT, peut-être de tester une présence numérique, mais même aussi pour les musées, pour tout le monde d'ailleurs, de tester une présence numérique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ou au moins de 7 heures du matin à 22 heures, parce que aujourd'hui, tout le monde, avant de pratiquer n'importe quelle visite, tout le monde va être dans cette recherche d'informations. L'expérience justement récente du télétravail pour tout le monde, elle nous a peut-être permis justement de découvrir de nouveaux rythmes de travail qui nous iraient, parce que ça a peut-être choqué quand j'ai dit travailler de 7h à 22h, ça ne sera pas pour tout le monde, ça sera peut-être justement de revoir les plannings des conseillers en séjour pour justement répondre à cette question, donner une réponse à l'instant T pour toute information demandée par le visiteur. Donc, je vous ai mis ici à l'écran quelques exemples et conseils. Donc là, j'ai pris l'exemple du site de l'OT de Bry-sur-Marne. Donc, c'est un parmi tant d'autres, hein, il n'y a pas de préférence, je n'ai pas d'attache particulière avec l'OT de Bry-sur-Marne, je vous rassure. Donc, sur sa page d'accueil, qu'est-ce qu'on voit en tout premier? C'est qu'ils mettent en avant les dernières informations sur le Covid-19. Et ils nous informent de l'annulation, juste en dessous, ou du report des événements à venir. Ça paraît peu, ça paraît assez simple, mais c'est déjà pas mal et ça va être essentiel parce que ça donne de la visibilité, ça donne de la crédibilité à l'information et c'est ce que va rechercher le visiteur cet été. Cet été et même cet automne, voire cet hiver, on ne sait pas. Donc, il s'agira de continuer dans cette activité-là sur votre site internet, mais on le disait aussi sur les réseaux sociaux. Donc, à vous de voir comment, à vous donc de vous adapter. On le voit ici, par exemple, alors c'est peut-être quelque chose que vous faites déjà, hein, mais c'est bon de le rappeler. Et pour ceux qui ne le feraient peut-être pas, ça va être bon de le découvrir. Là, j'ai pris l'exemple de l'Office de tourisme de Versailles, de mettre en place, par exemple, des réponses automatisées sur vos pages officielles Facebook. Ou de mettre en place des chatbots. Des chatbots, ce sont des petits logiciels qui vont répondre à votre place 24 heures sur 24, donc là, ça c'est très intéressant, 7 jours sur 7, à toutes les demandes que peuvent poser les touristes. Donc c'est à vous de le configurer, peut-être pour qu'ils répondent à une sorte de foire à questions. C'est comme un SAV en fait, c'est ça? C'est un SAV, exactement. C'est le SAV que vous propose Facebook et c'est gratuit. Il y a des chatbots qui existent aussi gratuitement. Si ça vous intéresse, à la fin de la formation, je pourrais vous envoyer un lien et on le mettra dans le Padlet avec tout ce qui est possible de faire aujourd'hui. Mais voilà, donc proposer des réponses sauvegardées dans un premier temps, envisager un chatbot peut-être, mais voilà, permettre aussi d'être interrogé par les visiteurs, ça c'est très important, puisque une fois qu'ils auront trouvé l'information sur votre site, ils vont peut-être en savoir plus et donc ils viendront naturellement vous poser les questions. Donc, vous l'aurez compris, la volatilité de l'information va perdurer pendant un certain temps. Il va falloir connaître l'ouverture des commerces, les nouvelles propositions d'offres touristiques de votre territoire, les nouvelles animations, les conditions sanitaires. Ça va être assez lourd. Il va y avoir un travail de collecte de l'information qui est assez énorme. Et il va falloir qu'il y ait une transformation éditoriale de toute cette information. Et donc, c'est là que vous allez endosser ou du moins assumer pleinement votre rôle de fournisseur d'informations officielles. Le rôle des OT de demain, ça sera ça. Dans un premier temps, avant un retour à la normale peut-être, ça sera c'est ce symbole-là de l'information officielle. C'est ce que vont venir chercher avant tout, dans un premier temps, expérimenter dans un premier temps les visiteurs. Voilà. Donc maintenant, on va voir quel accueil, justement, une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a cette présence en ligne, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Comment le touriste, lui, va expérimenter de manière physique l'accueil, une fois qu'il a été accueilli, on va dire, en ligne.
quand il va vouloir se rendre à l'OT, même si, donc, s'il y a des courageux justement, qui veulent braver le soleil cet été avec leur masque, et ben, du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Est-ce qu'il va falloir revoir vos horaires d'ouverture, le nombre de personnes en présentiel? Parce que plutôt que d'attendre confiné derrière votre vitre en plexiglas avec un masque sur le visage toute la journée, il va peut-être falloir dispatcher vos équipes sur le terrain. Je vous ai mis là l'exemple des volontaires du tourisme que le CRT a mis en place depuis plusieurs années maintenant, plusieurs saisons. Est-ce qu'il ne va pas falloir envisager de faire la même chose avec vos équipes de votre office de tourisme en mettant des équipes identifiables, bien équipées, qui seront là pour faire de la prévention, pour informer, rassurer le commerçant comme le visiteur. À ce propos, Jean-Luc Boulin, qui est directeur de la mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine, nous dit « Ce travail de présence sur les zones les plus touristiques semble indispensable et va même demander peut-être sans doute des effectifs supplémentaires. Et qui est le plus à même de réaliser cela que les offices de tourisme? Il pose la question. Il ajoute aussi que c'est peut-être un argument pour les élus. Voilà, donc ça, c'est ouvert au débat. Donc voilà, donc maintenant qu'on a vu voilà, comment on pourrait imaginer l'accueil des visiteurs dans un futur proche, on peut se poser aussi la question de comment on crée une nouvelle expérience locale et adaptée. La stratégie de demain, on l'a déjà commencé aujourd'hui, on l'a vu avec Charlotte qui nous a présenté tout un tas de nouvelles initiatives, et vous la faites peut-être déjà, vous êtes peut-être déjà dans cette nouvelle stratégie. Il va vraisemblablement falloir la continuer pendant un certain temps, voire peut-être indéfinitivement, peut-être que tout va changer ou peut-être tout va retourner à la normale. Là, ça reste des interrogations, on peut pas y répondre aujourd'hui. Par contre, intervenir. Un instant, Maxime, oui, vous souhaitez intervenir, on vous laisse la parole. Ah, vous n'avez pas activé votre micro. Je m'interrogeais, bonjour, sur la distanciation des 1,50 m que tu as dessiné sur la… C'est parce que c'est la vraie distance qu'il faut entretenir pour nous, ceux qui travaillent? Alors, j'ai pris cette distance parce que c'est les recommandations qui ont été données et c'est ce qui se fait aussi dans les pays qui ont réouvert leur économie, qui ont arrêté le confinement. Et par exemple, en Asie, en Chine, c'est ce qui se fait, c'est ce qu'ils préconisent. Eux, c'est 1,50 m dans les musées, dans les bureaux, informations. Et voilà. Donc, et une autre question, pas les ambassadeurs, mais du CRT, là. Donc, les volontaires du tourisme, Voilà, les volontaires, puisque nous, on avait les ambassadeurs à une époque. Ce sont des gens qui sont itinérants dans la ville. Alors, ils sont, si je ne dis pas de bêtises, ils sont à un point fixe sur certains lieux touristiques. C'est ça, et ils sont repérables. Ils sont amenés à être mobiles. Oui, ils sont amenés à être mobiles. Selon les partenaires avec qui ils ont l'habitude de travailler beaucoup avec des offices de tourisme, il y a des parcours qui sont convenus entre les volontaires et les offices de tourisme. Ils ne font pas 30 km par jour, mais oui, ils sont mobiles. Merci. Voilà. Donc voilà, donc la stratégie d'aujourd'hui, mais surtout de demain, je l'ai présentée ici en 4 étapes. C'est de prendre des nouvelles des acteurs, donc prendre des nouvelles des sociopros sur votre territoire. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il va falloir le faire. Alors, pardon, je reprends mes notes. Donc voilà, prendre des nouvelles, envisager des partenariats nouveaux peut-être, envisager de créer de nouveaux partenariats ou peut-être d'en relancer des anciens. Et là, c'est là où on est un peu dans l'expectative. On va essayer de deviner qu'est-ce qu'on pourrait faire. Sur l'expérience virtuelle, on voit qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place. Sur la réalité virtuelle, peut-être aussi créer de nouvelles façons de consommer l'offre touristique. Sur la réalisation d'objets utiles aux politiques sanitaires à l'effigie de votre établissement. Là, c'est des idées que je donne en vrac, mais c'est des choses qui seront possibles et qu'il va falloir peut-être envisager le tout pour présenter une expérience made in local. Parce qu'une chose est sûre, le tourisme domestique et local, il primera. Ça, on n'a pas de doute là-dessus. Même s'il n'est pas exclu que certaines zones d'Europe soient parfaitement aptes et ouvertes à permettre le voyage en France. Emmanuel Macron nous l'a dit cette semaine, va pas falloir se leurrer. Ça sera au mieux limité à l'espace Schengen. Au pire, ça sera 1000 km et il n'y aura que des touristes français. Là encore, on ne sait pas, mais on se doute bien que la majorité, ça sera un enjeu, ça sera pour un tourisme local.
Je cite d'ailleurs là-dessus Christian Delhomme, secrétaire général de World for Travel, qui nous dit qu'il faut laisser la place à la globalisation. Ça veut dire ne pas penser global et agir local, mais tout le contraire, c'est-à-dire agir local et partager cette action globalement. On va le répéter, mais le partage, les réseaux sociaux, ça n'a jamais été aussi important. Ça semble peut-être paradoxal car on est dans une époque où on nous rabâchait qu'il fallait remettre de l'humain dans l'expérience visiteur, mais je pense qu'on peut faire les deux à la fois. On peut fonctionner en étant à la fois présent de manière humaine, on l'a vu avec les équipes sur le terrain, tout en ayant cette réactivité sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va voir l'expérience physique et les mesures sanitaires comme quotidien. Car, bon, on l'a dit, donc il y a cette expérience virtuelle qui est nécessaire. Il va falloir essayer, une fois qu'on a fait ça, donc pour l'accueil, vous l'avez vu, mais maintenant pour le touriste en lui-même, l'expérience visiteur, comment elle va se concrétiser? Eh bien, elle va se concrétiser avec des mesures sanitaires au quotidien qui vont lui être imposées. Là, je vous prends l'exemple de la Chine. Je vais y revenir un peu plus en détail après. Qui est un peu extrême, hein, c'est ça? Qui est un peu extrême, mais est-ce que ce n'est pas le quotidien de la France de demain? Là-dessus, pareil, moi je me pose des questions, je l'ai envisagé, mais il y aura peut-être un peu de vrai dans ce qui va être proposé. Donc demain, ça veut dire qu'une expérience visiteur, ça se fera avec un masque sur le visage, des éventuels gants, une prise de température à l'entrée du site touristique, montrer pas de blanche, ce sera un passeport de santé, garder ses distances dans les lieux fermés, voir les yeux ouverts. Alors, ça fait beaucoup. Tout ça, je ne l'invente pas. C'est les mesures qui sont à l'heure actuelle mises en place en Chine. Les visiteurs doivent aussi réserver en ligne, c'est-à-dire que les guichets dans les hôtels ou dans les musées sont fermés. Donc là, on retourne sur ce que je disais sur l'importance de votre activité sur les réseaux sociaux et sur votre présence en ligne. Ça va être justement de proposer aussi la réservation en ligne sur vos réseaux, sur Facebook, sur Instagram peut-être, ou sur votre site. Ne serait-ce que pour gérer la capacité des lieux, hein, s'il y a des restrictions sur le nombre de touristes à accueillir en même temps. En Chine, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils limitent à un nombre X en fonction de la taille de l'établissement, le nombre de visiteurs à un instant T. Donc, c'est déjà le cas aujourd'hui en France via la loi, mais là, cette fois-ci, c'est encore plus restreint. Donc, on l'a vu une fois. Donc, voilà, une fois qu'ils ont fait, imaginons que le touriste de demain, il fait ses réservations en ligne. Une fois cette étape, il vient sur place et là, il va falloir passer peut-être par un contrôle de santé. Ça, on ne sait pas encore en France si ça va être le cas. On sait que en Angleterre, la question est posée des passeports de santé. Elle est attendue dans quelques mois. Je pense qu'on va tous prendre ce virage-là parce que ça va être nécessaire. Donc, c'est-à-dire un contrôle des cartes d'identité, du code de santé, peut-être une prise de contrôle de température comme en Chine, avant l'entrée dans le musée ou sur le site. Donc, c'est quand même, il va falloir essayer de soustraire ce souvenir qui est quand même peu réjouissant à l'expérience de voyage. Et donc là, c'est à nous peut-être de se réinventer, de dynamiser les files d'attente avec des vidéos ludiques. Ça se fait déjà. Remplacer les habituels prospectus qui sont en distribution libre et qui servent à passer le temps par un QR code qu'on scannerait à l'entrée du site qui donnerait accès à cette information, mettre en place des applications ludiques. Là, il va falloir se questionner, c'est ouvert, ce serait bien que peut-être on pourra échanger sur ce sujet-là après la formation. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, l'expérience elle débute enfin avec un masque sur soi, une distance de moins d'1,50 m avec les autres, le tout sous un soleil de plomb si on est en extérieur. Ça peut rendre l'expérience quand même naturellement plus anxiogène. Et pourtant, ça apporte, il ne faut pas l'oublier, un atout ou deux atouts majeurs qu'on n'avait pas avant le confinement. Et ça, on peut s'en réjouir, c'est que ça offre du temps et de l'espace à chacun. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir essayer de concrétiser. C'est des atouts énormes. Il va falloir essayer de s'en servir pour développer une offre nouvelle, rentrer peut-être plus dans les détails, d'aller peut-être un peu moins à l'essentiel et proposer des exclusivités, revoir l'offre. Voilà, ça c'est peut-être l'expérience de demain, c'est peut-être ce qu'il va falloir anticiper. Et enfin, je conclurai sur les valeurs d'une expérience réussie. Alors là, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut pour permettre la meilleure expérience possible demain?
On l'a vu, la crise, ça ne va pas être un sprint, c'est un marathon. C'est un marathon de la formation et c'est un marathon tout court qui va demander de l'endurance aux équipes, une certaine flexibilité. Il va falloir avoir un discours rassurant, sincère, authentique. On ne va pas être dans la simple démarche marketing demain qui va peut-être nuire à l'image de marque et passer pour l'opportunisme intéressé. Il va falloir être rassurant et ne pas se laisser aller aux sirènes du low cost. Parce que demain, quand la reprise va se faire dans un futur à moyen terme, on va être tenté de se faire la guerre entre chacun, de proposer l'offre la moins chère, la plus attrayante, de vouloir attirer à tout prix le touriste. Il ne faudra pas non plus être là-dedans. Je ne pense pas que les touristes vont attendre ça. Ils vont attendre de l'authenticité, ils vont attendre de la responsabilité de votre part, mais aussi ils vont attendre d'être responsabilisés eux-mêmes. Et donc voilà. Et enfin, de la prudence parce qu'il faudra avant tout, on le disait, se tourner vers le local et pas tout de suite vers l'étranger et se recentrer un peu sur soi. Donc voilà, tout ça, ça nous permet d'introduire un peu justement la promesse d'expérience qu'on va faire. Donc là, c'est Gwen qui va vous en parler. Pour parler un peu d'accessibilité, parce que j'en ai dit aucun mot, l'ONU a sorti il y a de ça 2 jours des préconisations pour les personnes en situation de handicap sur comment on peut prévoir leur expérience, comment on peut assurer leur expérience. Et pour ceux qui étaient déjà là sur les webinaires la semaine dernière, on va un peu se répéter, mais ce sont des choses assez simples. Charlotte en a parlé, elle, en détail. Mais voilà, les 4 grandes lignes qu'il faut retenir, c'est assurer l'intégration de handicap dans toutes vos réponses et assurer l'accessibilité des informations, de vos installations, des services, des programmes, assurer une consultation significative et une participation active des personnes handicapées et des organisations les représentant à tous les stades, du voyage. Et enfin, établir des mécanismes de responsabilité pour assurer l'inclusion de handicap dans vos réponses au Covid-19. Voilà. Je te laisse la main, Gwen, sur la promesse d'une expérience. Si je peux me permettre, ouais. Juste pour terminer, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, mettre un point final, c'est que demain, les normes sanitaires, elles seront communes à tous. On devra tous subir ces contraintes. Toutes ces mesures devront rassurer nos visiteurs. La prise en compte des besoins spécifiques, aller plus loin que la réglementation, ça veut dire aussi vous démarquer de la concurrence, apporter un service différent et apporter de la valeur ajoutée à l'expérience visiteur que vous proposerez. C'est ça. Et il faut se dire aussi que pour le coup, c'est une mine d'or, les personnes en situation de handicap, parce qu'eux, ils savent ce que c'est d'être isolés, ils savent ce que c'est de rechercher l'offre, donc ils ont déjà toute cette expérience du confinement malgré eux. Et donc, il faut s'en servir. Il ne faut pas hésiter à les consulter justement et à travailler ensemble pour créer l'offre de demain. Voilà, parenthèse refermée. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, Maxime s'est posé énormément de questions sur ce que pourrait être l'expérience de demain. En tout cas, ce dont on peut être à peu près certain, c'est que quand les sites réouvriront, en effet, il y aura forcément de nouvelles contraintes, notamment sur les files d'attente et sur la gestion des flux. On avait eu l'occasion d'en parler à d'autres moments, puisque c'était un des sujets que je traitais assez fortement avant cette crise. L'idée, c'était de se dire aussi, transformons ce temps d'attente en expérience même pour l'intégrer à l'attente. Et Maxime soulignait, si des mesures sont prises, des mesures sanitaires avant l'entrée sur les sites, l'idée, ce serait peut-être aussi de se dire intégrez-les à l'expérience même, transformez-les en quelque chose. S'il faut faire des prises de température ou des contrôles de passeport de santé, c'est des choses qui, oui, ne seront concrètement pas amusantes et pas réjouissantes. Il va falloir essayer de trouver des moyens et innover pour transformer ça en une expérience. C'est le début de la visite. Voilà. Je ne sais pas comment. Hein. C'est peut-être une innovation. L'envisager. Mais voilà. Et c'est en effet, Maxime, tu le soulignais, c'est peut-être des sujets sur lesquels on pourra aussi échanger
avant que tout ne réouvre, puisqu'on a quand même l'impression que ça va se faire par palier et que tout ne va pas réouvrir demain. Sur la promesse, pourquoi est-ce qu'on voulait vous en parler? Parce qu'on s'est dit que finalement, ce temps où vous ne recevez pas encore de public, c'est peut-être le moment de repenser la promesse que vous faites à vos visiteurs, à vos clients, et de la repenser au regard de cette nouvelle expérience qu'ils vont vivre, que ce soit une expérience à distance, tout ce qu'a pu vous présenter Charlotte, ou une future expérience dont on ne connaît pas encore bien les contours. C'était toutes les questions que s'est posée Maxime. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une promesse quand on promet quelque chose, quand on est une marque ou une destination? Ça va être le support de la confiance. Alors, certains disent en effet que la promesse n'engage que ceux qui y croient et que tant pis pour eux s'ils ont cru à des beaux rêves et qui sont déçus à l'arrivée. Oui, sauf que dans un contexte comme le nôtre, si le visiteur il est déçu, d'une, il est probable qu'il ne revienne pas, et de deux, il va en parler auprès de lui et il va faire des déçus avant même d'être venu. Donc, une promesse, il faut pouvoir la tenir. Et il est difficile de tenir une promesse. Il est difficile aussi de faire une promesse dont on sait qu'on pourra la tenir. Donc, il faut que ce soit vraiment l'expression de ce que vous êtes ou de ce que vous allez devenir, en sachant que vous allez le devenir. Il ne faut pas que ce soit un rêve, sinon vous allez créer de la déception. Donc, il faut vraiment promettre quelque chose que l'on sera en mesure de tenir. Comment est-ce qu'on passe de la promesse à l'expérience visiteur? Il se passe des choses en interne, il se passe des choses en externe. En interne, vous avez, vous, une vision. C'est ce que vous souhaitez devenir, ce que vous souhaitez proposer. En externe, il va y avoir une expérience. Comment vous la faites vivre, cette promesse? Quels sont les gestes, les paroles, les décors qui font que votre visiteur vit ce que vous lui avez, ce que vous avez voulu faire. Et entre les deux, vous avez ce que vous lui avez promis. Donc, vous pouvez avoir une vision qui est presque un rêve, j'ai envie de dire. La promesse, elle va vous permettre de faire le lien entre ce que vous aimeriez et ce que vous allez être en mesure de tenir, et donc ce que pourra vivre le visiteur. Donc, la promesse, c'est ce que vous allez promettre à vos clients. C'est aussi votre positionnement, comment vous voulez être perçu par ces clients, par ces visiteurs, quels sont vos avantages concurrentiels. Maxime et Charlotte l'ont souligné, ça peut être en effet demain, tout le monde va devoir mettre en place des normes sanitaires. Si vous les mettez en place d'une façon différente, plus ludique, plus accessible à tous, plus etc., vous allez vous différencier et ce sera un avantage concurrentiel. Sur la vision que vous pouvez avoir, c'est des choix stratégiques forts. C'est s'engager sur des grandes problématiques contemporaines. On en a parlé au tout début de la présentation. Les grandes problématiques d'avant-crise étaient énormément sur de l'environnemental, du sociétal, de l'intégration, du développement durable, etc. On se retrouve avec une nouvelle problématique très forte et qui prend le dessus sur les autres à l'heure actuelle et probablement pour quelque temps, cette question de sécurité sanitaire. Donc, en effet, ça va demander un engagement très fort de votre part et une implication de toutes les parties prenantes, en particulier là, en ce qui concerne notamment les offices de tourisme qui représentent un territoire et qui donc vont devoir intégrer dans cette réflexion tous les acteurs du territoire. Définir votre vision de marque ou de destination, c'est un projet structurant, donc c'est aussi intéressant dans la période actuelle où les collaborateurs ne sont pas forcément en contact régulier ou quotidien et en tout cas probablement pas ou peu en contact direct physique. Donc, ça permet aussi de renforcer la cohésion d'équipe et d'engendrer une dynamique positive. Et l'objectif, c'est aussi de se dire que cette crise, elle va aussi avoir une fin plus ou moins rapide et avec une suite dont on ne sait pas trop à quoi elle ressemblera. Mais il faudra quand même entrer dans cette après-crise avec une dynamique positive. Donc, ça peut être le moment
ce moment aujourd'hui un peu particulier, de finalement redéfinir avec vos équipes ces choix et cette vision que vous voulez avoir demain. Ensuite, on passe à la promesse et tout ça, c'est aussi des choses que vous pouvez définir et faire aujourd'hui à distance entre équipes. Donc là, la promesse et le positionnement, c'est vraiment promettre ce que vous êtes sûr de tenir. Ce n'est pas ce que vous voudriez promettre ou ce que vous voudriez faire vivre. Voilà, on n'est plus dans le vouloir, on est vraiment dans le sûr et certain, on promet quelque chose qu'on est sûr de tenir. C'est un cahier des charges. Voilà, il faut vraiment être précis, sans l'être trop, on va le voir. C'est-à-dire qu'il faut être capable de promettre soit quelque chose de très concret, avec la difficulté de se dire qu'il faudra tenir cette chose très concrète, ou basé sur plus ce que vont vivre les clients ou les visiteurs. Et c'est là que vous pouvez jouer sur toute la gamme des émotions dont on parlait la semaine dernière. Voilà, on vous promet de vivre des moments heureux, sympathiques, joyeux, etc. Il faut tourner votre promesse sur ces émotions visiteurs dans ce cas-là, si vous ne choisissez pas une promesse concrète. Et enfin, pourquoi on souhaitait le souligner aussi aujourd'hui, c'est important que ce soit vous, dans le tourisme en particulier, qui restiez maître de la promesse que vous faites à vos futurs visiteurs. Donc, il faut que vous l'écriviez vous-même. Et pourquoi? Parce que sinon, le visiteur touriste, c'est quelqu'un qui va projeter sur vous son rêve et qui va faire de ce rêve votre promesse. Et donc après, pour la tenir, ce sera une promesse différente pour chaque visiteur, puisque tout le monde ne se projette pas de la même façon. Et puis, s'il arrivait quelque chose de totalement différent de ce que vous proposez à l'arrivée, finalement, ça va créer une déception, alors que vous-même ne lui avez pas promis ce qu'il est venu chercher. Donc, n'hésitez pas à faire une promesse, même si elle est petite, mais au moins, ça vous permet de ne pas vivre ce côté le visiteur attendait quelque chose, mais finalement, ce n'est pas la réalité et il est déçu. Donc, c'est pour ça que la promesse peut être quelque chose d'important. Après, des promesses, ça peut être, on en voit plein, notamment dans le tourisme. Ailleurs, c'est tout près d'ici, c'est parce que finalement, voilà, c'est plus des idées d'évasion, un envie de dépaysement, etc., que vous pouvez faire transparaître dans votre promesse sans que ce soit quelque chose de trop précis et où les gens vont venir après vous titiller sur ce que vous n'avez pas été en mesure de leur proposer. Et donc, l'expérience ensuite, l'expérience, c'est de mettre en scène cette promesse. Donc, ça va être tous les mots que vous utilisez dans vos discours, les gestes, les décors, donc tout le vocabulaire que vous allez pouvoir décliner autour et qui seront dans vos phrases d'accueil sans que ça devienne non plus des choses automatiques, mais voilà, que vous ayez toute une gamme de mots qui entrent finalement dans votre quotidien parce que c'est votre promesse et c'est votre environnement. Laissez en partie le visiteur maître de vivre sa propre expérience, en particulier dans le tourisme. Chacun a envie de vivre un séjour différent de celui des autres. Donc, il ne faut pas que tout le monde vive la même expérience standardisée qui correspond à la promesse que vous avez faite. Donc, soyez prudent dans l'énoncé de votre promesse, parce qu'il va falloir pouvoir la faire vivre à chacun. Et pensez toujours qu'il faut avoir pensé l'expérience que vous allez faire vivre avant de la promettre. Parce que sinon, après, vous vous retrouvez avec une promesse et il faut la tenir, et il faut trouver des moyens de faire vivre l'expérience. Donc, pourquoi la travailler aujourd'hui? Parce que l'expérience permet aussi de conforter, la promesse, permet de conforter l'expérience visiteur. Elle va conditionner en partie sa perception de ce qu'il va vivre et donc, elle va conditionner sa satisfaction. Donc, il faut en effet identifier les bonnes pratiques pour communiquer sa promesse. On en a parlé un petit peu, choisir soit quelque chose de très concret, mais ça souvent, c'est plutôt dans de la grande distribution ou dans de la consommation de produits, on va dire. Dans le tourisme, c'est plus la promesse de quelque chose de plus émotionnel et de quelque chose que l'on va vivre.
Il faut aussi évaluer en interne et en externe les risques et opportunités de la promesse que vous allez faire et donc de l'expérience. Est-ce que ça va être trop compliqué à mettre en place et du coup, vaut peut-être mieux le faire par étapes. Et puis, s'assurer que votre promesse est pertinente et que derrière, il y a une vraie solidité opérationnelle, que vous ne vous retrouviez pas dans l'impossibilité opérationnelle de mettre en œuvre votre promesse et l'expérience visiteur. Quelques points, en effet, pensez votre expérience avant de la promettre, forcément. Ce sont des choix stratégiques forts. Si c'est quelque chose de concret que vous promettez, il faut que ce soit mesurable, donc faites attention. Si vous promettez une expérience plus indéfinissable, on va dire, il faut quand même qu'elle soit bien réelle à l'arrivée. Donc, ne promettez pas juste du rêve. Promettez un dépaysement, des émotions, des choses qui vont être réelles, même si elles sont indéfinissables dans la façon dont vous l'écrivez et dont vous l'exprimez. Il vaut mieux écrire soi-même sa promesse parce que sinon les clients, les visiteurs le feront pour vous, mais ce ne sera pas forcément faisable. Il faut pouvoir toujours tenir la promesse que l'on fait. Et enfin, ne l'écrivez pas seul dans votre coin, impliquez les parties prenantes, impliquez en particulier les équipes, puisque c'est elles qui feront vivre l'expérience aux futurs visiteurs. Donc, il est important qu'elles soient là au moment où on écrit la promesse. Je pense qu'on a fini sur cette partie. Pour conclure, donc un rappel, sur notre page Padlet, dès cet après-midi, on vous met la présentation. On vous mettra les différents liens. Alors, normalement, sur le PDF, vous pourrez cliquer sur tous les liens du benchmark de Charlotte. Et Maxime nous a promis d'autres liens, peut-être, qu'on mettra aussi au fur et à mesure en ligne. Voilà. Et puis, on a prévu un prochain web séminaire puisqu'on s'aperçoit que ce format fonctionne assez bien et qu'il correspond aussi à vos attentes. Donc, on a prévu un prochain dans quelques temps. Alors, ça reste à confirmer la date, mais a priori, ce serait le jeudi 28 mai à confirmer sur Zoom, comme d'habitude. Et ça porterait sur tout ce qui sera accueil et service à l'heure de la distanciation sociale et des normes sanitaires. On a commencé à en parler un petit peu aujourd'hui, mais on insistera plus sur des postures d'accueil, des postures d'écoute, etc. Une fois qu'on aura tous des masques, du plexiglas, etc. Et qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer pour la suite. Toujours pour rappel, vous pouvez avoir accès sur le portail professionnel du CRT, sur la rubrique formation. Vous avez accès au replay des webinaires qu'Anne-Christine met en ligne à chaque fois. Vous pouvez avoir accès aussi aux e-learning développés par le CRT et il y en a un très bien fait sur les questions d'accessibilité ainsi qu'au MOOC. Je ne sais pas si vous voulez revenir sur l'e-learning accessibilité rapidement, Charlotte, Maxime. Oui, c'est un e-learning qui permet de tester ses compétences et son comportement dans l'accueil d'une personne qui a un besoin spécifique. Donc, c'est un jeu assez interactif, assez fun. Voilà, les visuels sont aussi super sympas. Et du coup, c'est des scènes du quotidien dans le secteur touristique qui sont repris pour illustrer l'accueil des personnes en situation de handicap et pas que, puisque ça traite aussi de l'accueil universel. Il y a un exemple en particulier où vous êtes un agent des services de transport en commun, que je ne citerai pas, et vous êtes censé accueillir une personne qui parle hongrois. Donc voilà, il n'est pas en situation de handicap, mais la langue fait qu'il y ait… Mais presque. Il y a un besoin spécifique qui se crée, quoi. Mais voilà, il y a une situation handicapante qui se crée et auquel on donne des astuces et des clés justement pour répondre convenablement aux besoins de ces visiteurs à besoins spécifiques. En tout cas, ce sont aussi de vraies expériences virtuelles à distance à vivre en ce moment. Oui. Ces e-learning.
Voilà, merci à tous. Je ne sais pas si vous voulez échanger. S'il y a des questions, n'hésitez pas à réactiver vos micros et à prendre la parole. Voilà, on vous écoute. Pour la formation du 28 mai, vous nous enverrez un lien? Oui, pareil. Anne-Christine fonctionnera comme d'habitude. Oui, ça sera mis sur le portail professionnel et puis on vous enverra un emailing pour pouvoir vous inscrire dès que tout sera calé. D'accord, merci. On a eu une réunion générale de l'Office de tourisme de Paris hier. Nous étions 80 sur le site. Et apparemment, pour nous, les agents d'accueil, puisqu'on est déjà au moins 3 ou 4 là dans la formation, on nous a parlé de rien avant mi-juin. D'accord. Dans l'état des choses actuelles. D'accord. Oui, en effet, on sait que toutes les réouvertures vont se faire par étapes et vont être plus ou moins espacées. On ne sait pas encore trop sous quelle forme. Donc, c'est sûr que, voilà. En tout cas, nous, on peut continuer, même après, à développer ce type de présentation, puisqu'on trouve que le format fonctionne quand même assez bien. Là, on le voit, il y a… Là, on s'est donné un petit peu plus de temps pour préparer le suivant parce qu'en effet, là, on en a eu 3 très proches dans le groupe. On a été tous les 3 avec Charlotte et Maxime. Assez, voilà, c'était intense ces derniers jours, on va dire. Donc voilà, là, on se laisse plus de temps pour préparer le prochain. Je vois dans le chat, on demande si on pourrait en faire une sur les guides conférenciers, notamment à l'expérience visiteur. Qui sera lié, je ne sais pas, c'est à voir, c'est Anne-Christine aussi. Oui, alors c'est complètement intéressant. Je suis désolée s'il y a du bruit, j'ai des travaux à côté, là ça se calme. Après, c'est une cible qu'on a du mal à toucher, hein, les guides conférenciers, nous. Mais là, j'ai l'impression que c'est sur comment faire des visites guidées à l'heure de la distanciation sociale, peut-être. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut intégrer peut-être dans accueil et services. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est envisageable de faire une partie là-dessus. Hein. Oui, complètement. Oui, je pense faire un webinaire dédié à cette thématique. Je pense que voilà, du fait qu'on soit plutôt interfilière, il faut que ça parle à tout le monde. Mais l'intégrer en partie dans le prochain webinaire, je pense que c'est tout à fait envisageable. Oui. Après, sur tout ce qui est question sanitaire et tout ça, je suis en contact avec Maître Gossaume, hein, l'avocat pour les offices de tourisme. Là, il était trop tôt pour éventuellement refaire un webinaire au vu des attentes d'aujourd'hui et de ce qui va être dit par le gouvernement. Mais en tout cas, je suis en relation avec Maître Gossaume pour voir si effectivement il serait intéressant dans les semaines à venir de refaire un webinaire sur tout ce qui est législation, tout ce qui est sanitaire aussi. On a un groupe de travail qui vient d'être créé, dont fait partie Charlotte aussi, sur toutes les questions sanitaires avec la région. Donc, c'est des choses qu'on travaille actuellement, hein, sachez-le. Oui. Et quant à notre réunion d'hier, la DRH nous a expliqué que la médecine du travail s'était beaucoup investie, alors qu'ils sont plutôt en perdition et en manque, et que ils allaient nous aider aussi. D'accord. Oui, c'est des questions qu'il faudra prendre en compte. Et en effet, je pense que la médecine du travail accompagnera probablement un certain nombre de structures sur la reprise et sur l'organisation au moment de la reprise. En tout cas, nous, en effet, en webinaire, Anne-Christine le soulignait, probablement quelque chose de plus tourné vers le côté législatif de la chose avec Gossaume sur les mesures prises et comment les respecter et ce qu'il faudra absolument respecter et pourquoi. Nous, on sera plus sur un côté comment essayer de se transformer au niveau de l'accueil et au niveau du service que l'on va proposer si on se retrouve avec, avec des masques, avec du plexiglas, avec une interaction qui sera fortement changée. Je pense qu'on tournera plutôt sur ça, nous. Tout à fait, oui. Je vois une question là de Marjorie. Qu'en est-il d'optimiser
réouvrir. Écoutez, on n'a aucune information là-dessus pour le moment. On attend À part les quelques annonces, hein, on a entendu la même chose qu'un certain nombre de petits musées pouvaient réouvrir à partir du 11 sans connaissance, sans définition de ce qu'était un petit musée. Donc, du coup, c'est un petit peu difficile de savoir. Donc ça, on est comme vous, on n'a pas plus d'éléments que vous, à part ce qu'on entend et ce qu'on nous dit pour le moment dans les médias. Après, ça passera peut-être directement par le ministère de la Culture. Pour le moment, on n'en sait rien. Oui. Le but aujourd'hui, c'était de donner justement des clés à mettre en place pour la réouverture, mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'avancer, nous, sur les différentes dates. Oui, effectivement, la remarque de Cécile est tout à fait justifiée. La zone rouge, de toute façon, pour le moment, nous, ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Oui. Vous avez raison. Mais je pense en effet, notre Premier ministre doit intervenir à 16h aujourd'hui, donc pour fixer un petit peu comment ça va se passer. Donc j'espère qu'on en saura plus en fin de journée et donc qu'on en saura un petit peu plus la semaine prochaine. Voilà. Ben, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Et on attend votre mail. Tout à fait. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques, d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Sinon, Anne-Christine, on te laisse la main pour fermer la réunion. Oui, tout à fait. Pour clôturer. J'étais en train de lire le message sur la Fédération des guides interprètes, là, qui est intéressant. Tout à fait. Mais écoutez, de toute façon, on est à votre disposition. Hein. Pour la plupart, vous avez nos mails. En tout cas, vous avez le mien. Donc, n'hésitez pas. Je peux me faire le lien aussi avec l'équipe, Gwen, Charlotte et Maxime. Tu les récupères, Anne-Christine, les échanges? Non, a priori, je n'arrive pas à les récupérer sur Zoom. Hein. Ok. Donc, on va prendre en note sur le rapidement webinaire. ce qu'on a vu passer. Voilà, mais pas plus. Excusez-moi pour le bruit. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis à très vite pour d'autres webinaires. Merci beaucoup. Et juste un petit point, n'hésitez pas à faire passer les webinaires auprès des professionnels de votre territoire, surtout pour les offices de tourisme. Voilà, c'est aussi cette façon d'entretenir le lien avec ses prestataires, ses partenaires territoriaux. Voilà, c'est un bon moyen de faire un suivi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.